lorsqu'on regarde ces images qu'on a vues, pour moi, par exemple, j'ai vécu ces images-là, ce moment-là, ce matin, il y a deux questions principales qui me reviennent, mais à partir de certains éléments qui sont généralement développés dans la société ivoirienne. Généralement, surtout dans le contexte dans lequel on se trouve, certains Ivoiriens pensent que le pouvoir en place utilise, manipule certaines institutions comme la Commission électorale indépendante. Et aujourd'hui, lorsque le président de la République est arrivé, nous avons remarqué que le président de la Commission électorale indépendante est descendu, il est venu saluer le président de la République, l'accompagner même dans son bureau, et après, on a vu maintenant le président de la République dans la salle de cérémonie. Ça, c'est le premier élément. Est-ce que ça, ce n'est pas un élément qui va, on va dire, conforter cette position de ces personnes-là, qui pensent qu'effectivement, il y a un lien, une relation qui ne dit pas son nom publiquement entre le président de la Commission électorale indépendante et le président de la République de Côte d'Ivoire, du moins le RHDP, le président de la Commission électorale indépendante. Et par-dessus tout, on a remarqué également qu'il y avait, on va dire, une considération vraiment développée, accrue, qui a été accordée aux candidats du RHDP, contrairement aux autres. Et je rappelle, j'étais sur les lieux pendant presque tous les dépôts de candidatures. J'ai remarqué qu'il y avait une sécurité vraiment développée, qu'il y avait certains engins, certains médias vraiment développés. Est-ce que vous expliquez pas ça aussi par le fait qu'il y a quelque part une sorte de négligence qui est apportée aux autres comparé aux candidats du RHDP ou du président de la République? Alors, moi je pense qu'il y a... le président de la République, c'est une institution. C'est vrai, il est le candidat du RHDP, mais il est encore le président de la République en exercice. À ce titre, il ne peut pas avoir le même traitement que tous les Ivoiriens. Il faut qu'on ait un respect pour les institutions. Il incarne la présidence donc, de la République. Il incarne un pouvoir, le pouvoir exécutif. Donc c'est le pouvoir exécutif que le président de la Commission électorale indépendante respecte et donne un certain ordre protocolaire. Ça existe. Alors, donc, le président de la République, moi je pense même dans la vie courante, lorsque vous allez même à la mosquée ou à l'église, mais vous ne pouvez pas avoir, vous ne pouvez pas être assis au même rang que les autorités. C'est une autorité, c'est le président de la République, donc le président de la Commission électorale indépendante se doit d'être là lorsque l'autorité y est. Donc c'est tout à fait normal. Ça se passe dans tous les pays du monde, parce que c'est l'institution, au risque de me répéter, c'est l'institution donc qui se déplace, bien qu'étant candidat d'un parti, mais il demeure le président de la République. Sur le caractère donc de la sécurité qui était déployée, mais encore là, c'est le président de la République. Alors, le président de la République, vous savez, quand il se déplace, c'est toujours avec une sécurité assumée. Aux États-Unis, quand le président doit se déplacer, mais c'est tout un système de sécurité qui est mis donc, sur le parcours de son cortège. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait vraiment une sécurité autour. Surtout avec le monde que vous avez vu, il est tout à fait clair qu'il faut assurer la sécurité pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait de débordements, pour ne pas aussi que des individus mal intentionnés essaient donc de tenter quelque chose contre le président de la République. Donc ça rentre dans l'ordre normal des choses, quand le président se déplace. Je veux préciser des faits, c'est que moi j'ai vu quelques images en tout cas du président de la CEI descendre saluer notamment Simone et Yves Gbagbo et d'autres candidats. Donc certainement c'est pour des raisons d'agenda qu'il ne descend pas pour saluer ou recevoir, adresser les civilités en tout cas à tous les candidats qui se rendent à la CEI pour évidemment déposer leur dossier de candidature. Alassane Rabo? Deux éléments rapidement. Merci à Nzi Kokora Bernard d'être là pour y répondre. J'ai lu une partie, un entretien très intime que le président Alassane Ouattara a eu avec l'ancien porte-parole de l'ONUCI, j'oublie un peu son nom, en Côte d'Ivoire, bien évidemment, dans la période de la crise que nous avons vécue lorsque l'ONUCI était fortement présente dans notre pays. Et dans cet entretien, dans le livre qu'il a sorti, qui date même pas d'une année, le président Ouattara lui confie que son épouse, la première dame Dominique Ouattara, ne voulait même pas qu'il soit candidat en 2020. Et cela en dépit de tous les appels des cadres du parti au pouvoir et de bien d'autres personnes qui souhaitaient que le président Ouattara se représente. Le président Ouattara, de son arrivée en politique avec le plan Ouattara en 90 à aujourd'hui, il a gagné tous ses combats. Il a gagné tous ses combats. Aujourd'hui, c'est un homme qui est octogénaire, qui a tout réussi dans sa vie. Il l'a même rappelé à plusieurs reprises. Mais les militants de son parti et surtout les cadres de son parti l'appellent à chaque fois à livrer une autre bataille.
celle-ci va finir, peut-être qu'on l'appellerait encore à livrer une autre bataille. Est-ce qu'au niveau des cadres du RHDP, vous n'avez pas failli? Est-ce que vous constituez sérieusement une alternative crédible aux yeux de l'homme, Alassane Ouattara? Alors, petite précision, celui à qui vous faisiez allusion, c'est Amadoun Touré. Exactement. Merci beaucoup. Ouais. Alors, ce qu'il faut noter, cher ami, c'est que le président est un homme de devoir. Et vous avez bien fait de rappeler son arrivée en 1990, où la Côte d'Ivoire se trouvait à un carrefour très difficile, avec la crise sociale, les tentatives de déstabilisation contre le pouvoir du PDCI-RDA, le président Houphouët-Boigny. On lui a fait appel, il a répondu donc à l'appel du peuple et il est venu travailler pour sauver l'économie de notre pays. En 1999, vous vous souvenez, le président était encore DGA du FMI. Nous lui avons fait appel au niveau donc du RDR. Le président n'était pas obligé de venir. Et en venant, rien ne garantissait qu'il allait devenir président de la République. Mais il a abandonné son poste prestigieux au sein donc, du FMI DGA pour venir dans l'arène politique, alors que les défis, il y avait des défis importants. On lui déniait sa citoyenneté, mais il est rentré, malgré tous les dangers, pour faire face, pour répondre à l'appel de ses militants et donc se mettre au service donc, de son pays. Donc c'est un homme de devoir. Effectivement, en 2020, vous vous rappelez, vous faites bien de le rappeler, le président avait décidé de passer la main à un autre cadre du parti, en l'occurrence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Malheureusement, il décède. Quand il décède, il est tout à fait normal. Nous sommes des humains. Le RADP, c'est une équipe, c'est une stratégie. Et donc, quand vous ne vous attendez pas à cette situation et qu'elle arrive, vous devez y faire face. Et c'est un défi qui se présentait au président. Il a répondu à l'appel. Encore cette année, vous savez, le président l'a dit, nous sommes face à des défis importants, cher ami. Tout à l'heure, dans l'élément qui est passé, vous avez vu les attaques au nord de la Côte d'Ivoire. Dont on va parler tout à l'heure. On va parler, dont vous allez parler, pardon. Et donc, les défis sécuritaires sont importants. J'ai une question, M. Kokora. Oui, je ne vous arrête pas. Quel rôle aurait joué le président Alassane Ouattara si Amadou Gon, paix à son âme, était président? Et qu'il ne pourrait pas jouer si l'un d'entre vous est candidat et président? This little thing helped me more than my last therapy session. It's called the Pandy, a lifelike plush toy designed. Vous savez, d'abord, le candidat d'un parti, c'est le choix du parti. C'est de sa responsabilité. C'est un choix souverain. Et il y a des défis internes. Il y a des défis internes dans tous les partis politiques. Et donc, les choses, vous savez, avec des si on peut tout faire. Et donc, malheureusement, je vous explique, notre candidat décède, le président est obligé de revoir donc, sa stratégie et repart encore à la course. Cette année, et comme je l'ai dit, nous avons des défis importants, défis sécuritaires, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire comme à l'extérieur donc, de notre pays, défis diplomatiques, défis politiques, défis même économiques. Le monde aujourd'hui est bouleversé depuis 2020 avec la crise Covid, suivi donc de la crise en Ukraine. Nous avons des défis monétaires, comme le président l'a dit. Nous sommes dans une zone de l'UEMOA où, vous le savez très bien, des gens menacent donc de se séparer de cette zone. Donc c'est tout un tas de problèmes. Nous avons un défi de leadership au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est l'assurance tout risque avec son leadership pour maintenir la paix, la stabilité, la sécurité. Et c'est le plus important, c'est ce que nos concitoyens réclament. Je crois que vous, les jeunes, vous réclamez quoi? La sécurité, que vous soyez en paix, que vous puissiez donc penser à votre avenir, mais dans un environnement perturbé par des tentatives de déstabilisation. Je ne crois pas que cette volonté ou cette ambition puisse donc se réaliser. Il y a un sondage d'Afrobaromètre réalisé en Côte d'Ivoire avec des jeunes, 75% de la population qui disent qu'ils ne s'intéressent pas à la politique parce qu'ils voudraient aussi, l'une des raisons évoquées, qu'ils aient un président qui soit à leur image, qui soit jeune comme eux. Non, moi je n'ai pas ce sentiment parce qu'aujourd'hui, quand vous avez vu cette foule qui est partie, mais si vous faites un focus sur les images, vous verrez que c'est entre 18 et les plus âgés, peut-être c'est 40 ans. La majorité de ceux qui y étaient, c'est des jeunes. Comme au stade le 22 juin, c'était des jeunes comme vous, moins que vous, donc qui sont allés pour demander au président qu'il soit candidat. Donc parce qu'aujourd'hui, le président leur a permis de rêver. Il leur donne de l'espoir. On a tous vécu la Coupe d'Afrique. Mais les jeunes avaient promis même un autre mandat au président s'il leur donnait cette Coupe d'Afrique. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont tenu leurs promesses. Donc c'est des sondages. Bon, moi je veux vraiment bien lire ces sondages, mais dans la réalité, ce que je vois au quotidien, que ce soit à Abidjan, à l'intérieur du pays, les jeunes veulent vraiment qu'Alassane Ouattara soit à nouveau président de la République de Côte d'Ivoire pour continuer de leur donner la paix, pour continuer de développer donc, des programmes jeunes pour eux,
pour les récessions donc, dans la vie active. Ibrahim Khalil Diaby. Oui, Ali, moi j'aimerais m'inscrire dans le continuum argumentaire de M. Drabo. Et quand on parle d'Alassane Ouattara, tout le monde le sait, c'est un technocrate hors pair sur la scène nationale et internationale. Alassane Ouattara, qui a été directeur général du Fonds monétaire international, directeur du département Afrique, gouverneur de la BCEAO. Mais aujourd'hui, quand on essaie d'analyser les propos du président de la République en 2019, il a dit clairement qu'il a été éduqué par le feu président Félix Houphouët-Boigny et que le président Félix Houphouët-Boigny lui a dit qu'un homme politique, un homme d'État doit se référer à 3 choses. À Dieu, au peuple et à sa conscience. Et au niveau de la conscience, il fait une déclinaison pour faire comprendre quoi? Quels sont les objectifs qu'il s'est fixés ou quels sont les objectifs que le RHDP s'est fixé en venant au pouvoir? Est-ce qu'ils ont pu atteindre cet objectif-là? Et aussi, c'est de savoir, est-ce que le pays en question est stable? Est-ce que le pays en question est en sécurité? Et pour finir, c'est de faire ressortir, est-ce qu'il y a une équipe pour poursuivre le travail? Monsieur Kokora, nous on aimerait savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ça fait 15 ans que le RHDP gouverne, est-ce que le RHDP a pu atteindre ses objectifs fixés? On aimerait savoir, est-ce qu'aujourd'hui, par la gouvernance sécuritaire du RHDP, est-ce que le pays est en sécurité? Le pays est stable? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une équipe au sein de la machine du RHDP pour continuer le travail sans Alassane Ouattara? Merci. Alors, peut-être que j'aurais souhaité vous poser la question, vous les observateurs, vous qui nous regardez travailler, nous sommes au pouvoir. C'est vous qui nous jugez. Mais quand vous me posez la question, je vais répondre. Alors pour nous, ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais nous sommes satisfaits de la gouvernance du président Ouattara. Je dirais même, en ce qui me concerne personnellement, je suis étonné des résultats qu'il a pu produire en 15 ans. Je vous dis, de faire un benchmarking, vous allez voir en Afrique, si un pays a réussi ce que le président a fait en 15 ans dans un contexte post-crise, précédé d'une rébellion qui avait coupé le pays en deux, 60% du territoire échappait au contrôle du gouvernement central. Ça veut dire que sur 60%, il n'y a eu aucun investissement, que ce soit dans le secteur de la santé, de l'éducation, des questions donc des jeunes et des femmes. Rien n'a été fait. Mais en 15 ans, aujourd'hui, on n'a même pas l'impression que la Côte d'Ivoire a connu une crise. Sur tous les indicateurs, nous performons depuis 15 ans. Vous prenez notre économie, le budget est passé de 2400 milliards en 2010, pour le dernier budget donc, du précédent gouvernement. Nous sommes passés aujourd'hui à plus de 15 000 milliards, avec un objectif de 17 000 milliards l'année prochaine. Vous prenez le PIB, nous étions environ à 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est 86 milliards de dollars. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est la 9e puissance économique en Afrique, là où on était, je crois, à la 17e place. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est la première puissance économique donc, au niveau des pays francophones de l'Afrique subsaharienne et 3e donc, en Afrique. Mais ce n'est pas rien. Aucun pays ayant connu une crise de la dimension de ce que nous avons connu, n'a pas réussi, n'a jamais réussi ce que nous avons fait. Sur tous les indicateurs, nous avons performé. Au niveau de la santé, le taux de couverture était autour de 40%. Aujourd'hui, nous atteignons les 80%. Je ne veux même pas parler de l'énergie, vous le savez, l'eau potable, vous le savez. Donc, vraiment, je crois que le président Ouattara, et tous les observateurs indépendants s'accordent à le dire, a dit que nous avons réalisé le deuxième miracle à tous les niveaux. Le taux de pauvreté qui était à 55%, aujourd'hui est passé à 37%, près d'une réduction de 18%. Aucun pays ne l'a réalisé dans ce contexte difficile. Et vous vous rappelez, c'est par là que je vais terminer, en 2020, le monde a été secoué par la Covid. Mais parmi les pays qui ont connu une croissance positive, la Côte d'Ivoire fait partie. Les 25 pays au monde qui ont réussi à faire une croissance positive, notre pays figure bel et bien dans cette locomotive. Donc c'est une bonne chose. Nous avons une économie qui est résiliente. Ce que nous disons,
c'est qu'il y a des choses à améliorer. Ce serait vraiment être de mauvaise foi de ne pas reconnaître qu'il n'y a pas des choses à améliorer. Nous sommes dans un monde où la perfection n'existe pas. Mais en termes de progression, en termes de performance, je puis vous assurer, monsieur, et vous le voyez, Abidjan a été transformé. Quand nous arrivions, il y avait 2 petits ponts. Donc, l'un construit sous la colonisation. Mais aujourd'hui, c'est 5 ponts construits et de grande envergure, avec des échangeurs que vous voyez, ce qu'on ne voyons pas. Notre environnement, il a changé. Quand vous allez à Kodo village et le reportage est passé sur une chaîne télé, mais c'est une fierté. Alors que pendant 51 ans, les populations donc, de ces quartiers ont vécu donc l'enfer des odeurs. Mais aujourd'hui, cela a été transformé en impact, en une forêt artificielle créée. Mais tout ça fait partie du bilan du président qui a amélioré les conditions de vie des populations, leur environnement, et on ne pourrait même pas vous parler donc des salaires des fonctionnaires qui ont été pratiquement triplés en 15 ans. Donc, chers amis, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes satisfaits du bilan du président et les objectifs ont été largement atteints, sauf qu'il y a encore des défis, et vous l'avez dit, les défis sécuritaires. Le terrorisme veut prendre pied dans notre pays, mais ça, il faut se battre. Vous avez vu notre armée qui a défilé, mais ce sont des équipements qui ont été achetés. Nous avons rebâti notre armée, donc qui n'existait pratiquement pas en 2011. Vous vous souvenez de la crise que nous avons connue. Notre pays avait été carrément détruit, cassé en 2 au propre comme au figuré. Mais aujourd'hui, vous êtes fiers de cette armée, vous êtes fiers de notre police. Ça, c'est le bilan de Alassane Ouattara. Et je crois que les Ivoiriens n'aspirent à cette continuité-là. Monsieur Kokora. Oui, allez-y. Oui, est-ce que le RHDP aujourd'hui n'est pas victime d'une personnification extrême du pouvoir? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire, dans ce contexte sociopolitique, s'il y a une équipe capable de poursuivre le travail sans le Cher ami, président en fait, je vais vous répondre. Nous sommes tous Ivoiriens. Bien sûr, allez-y. Voilà. Quand vous voyez l'équipe derrière ce bilan, ne peut pas être réalisé par Alassane lui seul. C'est parce qu'il a su s'entourer d'une équipe structurée, consciente donc de ses responsabilités. Et vous avez vu des jeunes dont il y a 10 ans dont on ne parlait pas. Il y a 10 ans, vous ne connaissez pas Mamadou Touré. Mais aujourd'hui, il est le président de la plus grande région donc, de Côte d'Ivoire, le Haut-Sassandra. Pratiquement le plus jeune président du conseil régional. Mais ça n'existait pas. Aujourd'hui, au gouvernement, vous avez des dames comme Belmont Godot. Il y a 10 ans, on ne parlait pas d'elle. Et il y a des jeunes comme Moussa Sanogo. Il y a 10 ans, on ne parlait pas d'elle. Amédée Kouakou et autres. Dont le président, je pourrais vous citer pêle-mêle, beaucoup de jeunes cadres qui ont bénéficié de la confiance du président de la République et aujourd'hui ont été propulsés en avant et qui aident le président à bâtir tout ce que vous voyez. Vous prenez des gens comme Abdourahmane Cissé, il a été ministre à l'âge de 30 ans. Donc, le président a su construire une équipe. Et au-delà de ça, vous avez des cas très expérimentés qui sont autour du président de la République et qui travaillent. Donc, nous sommes fiers de l'équipe qui est autour du président et cela va continuer. Le président l'a dit dans son message, les 5 années qui arrivent, il va donc se concentrer, donc il va consacrer son œuvre, donc vraiment à passer la main à une nouvelle génération. Et cette équipe-là est en train donc d'apprendre, continuer d'apprendre. Nzi Kokora, il y a une inquiétude chez beaucoup d'observateurs, c'est de s'interroger sur la solidité de l'équipe. Parce que dans le narratif du président Ouattara, il y a un vocable qui revient souvent, c'est de construire une équipe justement à qui il va léguer la gestion du pays. Est-ce que l'après Ouattara n'ouvrirait pas la porte à des divisions au sein de cette équipe du RHDP? Vous qui êtes en interne, beaucoup parlent de blocs qui se regardent en chien de faïence et que le seul ciment qui arrive justement à les unir, c'est le président. J'ai cette impression quand je côtoie les cadres, c'est une union. Et moi, je dis, il faut toujours regarder les occasions donc, qui peuvent nous permettre de juger de la solidité de l'équipe ou de l'union. Nous avons eu le congrès, mais vous avez vu, c'était à l'union. Ces cadres étaient unis pour parler d'une même voix. Oui, parce que le maître est là. Non, le maître, il est là, mais vous savez, le président, il a cette capacité donc de construire, d'unir et d'aplanir. Je me mentirais à moi-même si je vous disais qu'au sein d'une équipe, il n'y a pas de divergence. Nous sommes des hommes. Il y a les chocs d'ambition qui existent partout. Mais ce sont des contradictions secondaires qui ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, la Côte d'Ivoire. Comment nous arrivons à changer le quotidien des populations. Comment nous arrivons à donner du travail à ces jeunes.
Parce que nous savons que chaque année, c'est près de 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Mais si on ne traite pas cette question avec responsabilité, c'est une bombe à retardement. C'est ce qui intéresse les cadres. Et le président le leur dit chaque jour qu'il a l'occasion de leur parler. Et ils sont conscients de leurs responsabilités. Et surtout, l'histoire de notre pays commande que ces cadres-là donc, assument leurs responsabilités en taisant leurs ambitions personnelles. Et pour mettre au-dessus de ces ambitions l'intérêt général du parti et de la Côte d'Ivoire. Parce que aujourd'hui, le RHDP est le parti le plus solide, et vous le savez. Les autres partis, mais c'est des divisions en interne. Il n'y a pas de stabilité en leur sein. Le PDCI est profondément divisé, le PPACI également. Et donc, si le RHDP ne prend pas suffisamment ses responsabilités pour construire cette équipe solide, parce que le pouvoir, il est porté par des appareils politiques, et donc, la Côte d'Ivoire risque de replonger encore dans les mêmes travers. Et donc, nous avons cette responsabilité, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergences, mais ces divergences sont aplanies chaque fois qu'elles font surface, et le président, en bon chef d'équipe, arrive donc à régler ces problèmes. Dans votre développement de tout de suite, vous évoquiez l'opposition, notamment le PPACI, le PDCI-RDA, les partis d'opposition les plus Alassane significatifs. Ouattara et les autres candidats à la présidence en Côte d'Ivoire ont déposé leur candidature cette semaine. Et Alassane Ouattara a choisi la date du 26 août pour déposer sa candidature. Et il était accompagné de beaucoup de ses militants et surtout de la presse internationale. Et là où nous avions été contents, c'est voir comment la mobilisation a été très forte, que ce soit du côté Ouattara, que ce soit du côté Gbagbo, que ce soit du côté Thiam. Mais ce que les gens ont remarqué est que le président de la CEI a reçu la candidature d'Alassane Ouattara avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de respect. Et pourtant, les autres candidats qui venaient déposer leur candidature au niveau de la CEI n'ont pas bénéficié de cet honneur. Il y a eu beaucoup plus d'honneur donné à Ouattara qu'à d'autres candidats. Ouattara est arrivé, on a vu comment le président de la CEI, qu'il attendait déjà au pied de la porte de la CEI, le président de la CEI a accompagné Alassane Ouattara jusqu'au bureau du dépôt de la candidature. Après ça, il a reçu le président au niveau de son bureau. Ils ont échangé. Après avoir échangé, il a encore accompagné le président jusqu'au pied de sa voiture. Et puis le président a pris la route vers sa résidence. Normalement, tout le monde qui venait déposer la candidature devait bénéficier de cet avantage. Mais ce n'a pas été le cas pour tout le monde. C'est là où maintenant la population s'inquiète. C'est là où surtout les journalistes s'inquiètent. Je voulais suivre ce qu'a été les critiques qui venaient de partout par rapport aux journalistes. Nous allons nous retrouver juste après.